Bonjour, je m'appelle Ghislain Gagnon et bienvenue à Info Plus. Voici ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. On vous présente un résumé du premier débat dans Bonaventure. Un nouveau candidat se lance dans la course pour le parti nul. La préfète de Rocher-Percé dresse les grandes lignes de la rencontre avec quelques candidats dans Gaspé et Bonaventure. Tourisme culturel bénéficie maintenant d'une nouvelle ressource. On se prépare pour le 15e spectacle de l'Association des personnes handicapées Action Chaleur. Visite du chenil et tour de traîneau avec le mocheux Philippe Dugas de Maria. Et on déguste un bon smoothie Vitalité grâce à l'épicerie écologique L'Intégrale. Tout d'abord, la radio communautaire Cieux FM a organisé le premier de 2 débats pour la circonscription de Bonaventure mercredi dernier à Carleton-sur-Mer. Éducation, économie, ressources naturelles, réseau ferroviaire et santé ont été au cœur des discussions. Je vous ai préparé un résumé des entretiens. Une des voies d'avenir, et Jean-Marc sera d'accord avec moi, c'est la vidéoconférence. Si on va aller chercher de la formation à l'extérieur, on ne peut pas bâtir d'autres infrastructures, on ne peut pas faire venir des profs, mais on peut maximiser l'utilisation de la vidéoconférence. Et pour moi, un des enjeux importants pour nous ici, c'est la formation universitaire. Okay? Et je travaille très fort là-dessus, vous pouvez en être certains et certaines, d'aller chercher un MBA ou des certificats en administration pour aider nos entreprises, ou je dirais les adultes à se professionnaliser, mais aussi à développer des projets pilotes de formation de bac dans des disciplines qui seraient pertinentes à notre développement économique. OK. Bien, en fait, Québec solidaire, nous, c'est sûr qu'on veut ajouter des ressources supplémentaires dans le système d'éducation. On prône une gratuité scolaire du primaire à l'université. Donc, pour nous, c'est la base de tout, l'éducation. C'est surtout la base de notre développement ici en région. On a vu le dernier gouvernement couper 22 millions dans le réseau collégial, 215 dans les commissions scolaires, 140 dans l'université. Ça n'aide pas notre région, ces choses-là. Nous, oui, on veut rehausser l'offre professionnelle et collégiale sur le territoire, puis on pense que des spécialisations qui sont propres au secteur favorable en Gaspésie seraient très bonnes. Le défi est de maintenir les clientèles qu'on a actuellement dans le comté de Bonaventure et en Gaspésie au niveau collégial. L'autre défi qu'on a aussi à relever, c'est le décrochage scolaire qu'il peut y avoir au niveau du secondaire pour maximiser notre nombre d'étudiants qui vont se présenter, qui vont vouloir accéder à des études supérieures au niveau collégial puis par la suite au niveau universitaire. Donc, on a développé des formules au niveau du téléenseignement, par exemple, mais c'est toujours un défi constant de maintenir les programmes offerts ici. On a une région, dans le comté de Bonaventure principalement, on a de l'industrie, on a du développement à plusieurs niveaux. Il faut qu'on s'assure d'être fort à ce niveau-là. Et là-dessus, au niveau de la formation professionnelle, malheureusement, le gouvernement péquiste a été très négligent. Et les efforts qui ont été faits sous un gouvernement libéral ont donné des résultats. Est-ce que votre gouvernement a été négligent, selon vous, pour quelques minutes, en terminant? Si on était intelligent? Négligent. Non, écoutez, on est au courant de tous les dossiers, là, on les voit passer, là. Sauf que ça ne se fait pas en virant une crêpe de bord d'une poêlonne. Il faut les monter, je dirais, les curriculums de formation. Si moi, j'étais élu député, il me semble qu'il faudrait défendre la population, on devrait servir les gens qui nous ont élus. Or, les citoyens de Restigouche-Sud-Est se sont prononcés. Pour eux, la qualité de l'eau potable, c'est une priorité, tout comme 80 autres municipalités au Québec. D'ailleurs, j'ai appris que ce matin, ils ont reçu un avis comme quoi ils pourraient contester. Donc, pourquoi les compagnies ont plus de pouvoir que les citoyens sur le développement de leur territoire? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a un processus démocratique pour écouter ces gens-là? Pas vraiment. Nous, ce qu'on prône à Québec solidaire, c'est un droit de veto des municipalités sur le développement de leur milieu. Ça fait longtemps qu'on le dit. On pense qu'il faut mettre en place des processus démocratiques pour écouter ces gens-là. On croit aussi que l'eau, ressource naturelle vitale, la plus grande richesse qu'on a au Québec, devrait être protégée. On a la responsabilité face aux générations futures, mais aussi face aux populations actuelles, de protéger l'eau potable. Bien, premièrement, oui, on est ouvert au développement pétrolier et oui, on souhaite exploiter l'ensemble de nos ressources naturelles. Mais la situation au niveau d'un règlement au niveau de l'eau potable, je pense qu'elle est causée par l'inaction du gouvernement actuel. En 2005, le gouvernement du Parti libéral a permis les premiers forages de pétrolier à Gaspé jusqu'en 2012. Puis, ils ont émis des permis sans cadre réglementaire. Puis les derniers ont été émis en juin 2012, juste avant les élections. Donc, pas de loi sur le pétrole, pas de loi sur les mines,
pas de réglementation sur l'eau. Donc, c'est un peu anarchique la manière que les clés m'ont été données, que la possibilité d'exploration de pétrole a été permise. La question, est-ce qu'on veut l'exploration en milieu marin? C'est non, là. Okay? C'est clair. Par contre, en milieu terrestre, sur l'île d'Anticosti, avec une acceptabilité sociale, il y a un contexte qui s'y prête. J'aimerais rappeler aux gens qu'il y a des pétroliers qui passent dans le golfe Saint-Laurent, hein, qui viennent de l'extérieur, où on importe 14 milliards de dollars de pétrole. S'il y en a un qui coule, là, les désastres vont être majeurs. En fait, vous dites ça, mais le pétrole d'Anticosti aussi, il faudra qu'il circule sur le fleuve pour qu'il se rende aux raffineries, mais enfin bref. Nous, à Québec solidaire, on a proposé hier un plan vert pour sortir du pétrole parce qu'on sait ça achève les ressources en pétrole. La fracturation nous a permis d'aller en chercher d'autres, mais c'est très peu comparé à tout ce qu'on a consommé depuis 100 ans. Ça achève. Tout le monde, même le Parti québécois s'entend pour dire qu'éventuellement, il faudra en sortir, mais on nous sert l'excuse qu'il faut reporter à plus tard parce qu'en ce moment, on s'en sert. Si on peut changer l'offre, les gens ils vont changer aussi leurs habitudes. Ça, c'est sûr, parce qu'on le voit, les effets du réchauffement climatique. Il faut prendre acte de ça quand il y a une analyse qui est faite, puis vous le mentionnez vous-même dans différents dossiers, qu'il faut prendre acte des dossiers, peser les pour, les contre, les impacts, les retombées économiques qu'il peut y avoir dans la région. Et c'est le danger qu'on a lorsqu'on se concentre dans un seul secteur, dans du mono-industriel sur un volet. Quand ça va très bien, bien, tout va pour le meilleur des mondes. Mais lorsqu'il y a une difficulté, moi je crois plus, puis la Coalition Avenir Québec croit, de pouvoir voir à implanter de multiples types d'entreprises pour que justement, lorsque vient le temps que d'un secteur d'activité économique il y a des difficultés, bien, si j'ai une centaine d'entreprises, il y en a une dizaine qui ont des difficultés, mais les 90 autres vont tenir. Tandis que quand toute notre économie est basée au niveau manufacturier, sur du mono-industriel, bien là, ça peut être dangereux. C'est ça qui nous arrive actuellement. Et on s'endette, puis c'est les générations qui viennent qui vont payer cette facture-là. Si on parle du train, c'est sûr que le train, c'est essentiel. Il faut le garder. Hein? Puis si on n'investit pas maintenant, puis on attend 10 ans, puis on est obligé de rebâtir le rail, c'est 1 milliard de dollars d'investissement. OK? Une des possibilités serait potentiellement de détourner, on met à peu près entre 115 et 125 millions par année pour la route, mais peut-on réorienter une partie des budgets vers la consolidation du rail? Mais avant toute chose, bien, il faut voir si on peut le soutenir. Il y a une étude de marché qui va être déposée sous peu. Est-ce qu'il va y avoir des revenus? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent l'utiliser? Mais il faut y aller avec une proposition en parallèle, qu'il y a des clients, qu'il y a des gens qui l'utilisent. Et là-dessus, bien, tout va avec des dossiers qui disent, bon, bien, est-ce qu'on peut relancer du transport, par exemple, intermodal, jusqu'à Gaspé, puis que là, on pourrait transporter. Il faut qu'on justifie l'utilisation de l'investissement de ce tronçon-là. Que ce soit au niveau de la clientèle touristique, que ce soit au niveau de la marchandise, que ce soit au niveau de nouvelles entreprises qui vont l'utiliser, d'une cimenterie qui pourrait l'utiliser également. Ça passe sur le site de la cimenterie. Dans ce cas-ci, le tronçon, il passe directement là. Moi, je suis un peu découragée d'entendre parce que mes collègues ont des beaux discours, mais dans la réalité, c'est souvent long avant qu'on y arrive. Puis c'est comme si on se disait que les gens, ils prennent leur auto, mais ils pourraient prendre le train, mais en fait, il n'y en a pas. Il y en a aux 3 jours, il coûte cher, il n'est pas... Tu sais, il faut, avant d'espérer que les gens le prennent, il faut leur offrir des services. C'est comme le transport collectif à Montréal. Les gens, ils ne s'amusent pas à passer 2 heures sur le pont Champlain, là. Fait que s'il y avait des trains qui roulaient, ils les prendraient. Donc, ça prend un leadership, ça prend une vision, ça prend des gros investissements. Je veux que les gens comprennent, je suis pour le train, là. Je ne suis pas contre, là. Mais c'est pas moi qui décide, Sylvain Roy, là. Bon. Mais c'est toi qui es député dans Bonaventure. Je suis le député, je fais les représentations, j'ai rencontré à peu près tout ce qui bouge à ce niveau-là, j'ai intervenu régulièrement. On attend l'étude de marché. Donc, oui, ça peut aider la main-d'œuvre d'aller ailleurs, mais en même temps, quand eux viennent ici, comme là, la cimenterie, on dit aux Gaspésiens, vous allez avoir de l'emploi, mais qu'est-ce qui nous garantit qu'ils vont embaucher des Gaspésiens? Il n'y a aucune garantie possible. Donc, est-ce que quand ça vient dans notre cours, on est moins content? Bien, il y a comme un double discours. T'sais. Fait que moi, en tout cas, je souhaite vraiment aux gens de Port-Daniel de travailler à la cimenterie, mais je serais curieuse de savoir si on a des garanties là-dessus, puis moi, ça m'étonnerait beaucoup. Fait que peut-être M. Roy pourrait répondre. Il y a eu une problématique sur un parc où il y a des gens, des grutiers qui sont arrivés avec leurs grues et ils venaient de Montréal, ils sont installés, ils ont commencé à travailler et ils n'ont pas priorisé l'embauche locale. Et c'est là que j'ai compris que l'environnement, je dirais normatif, les lois du travail, c'est tout un arc-en-ciel. Il y a ce qu'on appelle le R20, je vais juste virer ma page. R20, à l'intérieur duquel il y a l'article 35 et l'article 38.
qui se contredisent d'une manière assez hallucinante. L'article 35 dit que la priorité doit être donnée à la main-d'œuvre locale. Et l'article 38 dit que le contracteur peut amener sa main-d'œuvre. Mais dans la hiérarchie des articles, l'article 35 est en arrière, est en avant, donc il devrait être priorisé. Mais là, il y a comme un petit combat de coq par rapport avec les entrepreneurs de l'extérieur. Et puis là, je ne veux pas dire de coq, mais un combat assez important par rapport à l'interprétation de la loi. Et ça, nous, ce qu'on veut, c'est faire appliquer rigoureusement l'article 35 dans la construction de la cimenterie. Cette situation-là, pour nous autres, là, je pense que l'investissement qu'on veut faire au niveau des aînés, au niveau de la santé en général, démontre notre volonté de revenir avec ce qu'on s'était déjà engagé lorsqu'on formait le gouvernement. Les coupures qu'il y a eu au cours des 18 derniers mois au niveau de la santé fragilisent le système. Et je pense que j'aimerais entendre Sylvain là-dessus nous dire, eux, c'est quoi leur plan par rapport à la santé? M. Bolduc a donné à M. Barrette une augmentation de salaire extraordinaire aux spécialistes avec le consentement de M. Couillard. C'est ça le trio de la santé du Parti libéral. 500 millions d'augmentation de salaire pour les médecins spécialistes. Ça rentre dans... Je veux dire, ça vient amputer les augmentations qui étaient prévues dans le système de santé. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas diminué le budget, on a diminué l'augmentation des coûts de la santé. Pas pareil, là. Et Pharma-Québec, c'est un projet de Québec solidaire, puis le ministre de la Santé, M. Hébert, a renvoyé ça du revers de la main, alors que c'est une très bonne idée. Si les partis pouvaient essayer de travailler ensemble, ça nous aiderait beaucoup. En ce moment, on achète pour, attendez une seconde, 8,5 milliards de médicaments au Québec. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Si on formait Pharma-Québec, on pourrait économiser pas loin de 2 milliards par année. Il suffirait de, premièrement, grouper les achats, que ce soit l'État qui achète les médicaments pour tous les hôpitaux, comme ils l'ont fait en Ontario. Ils ont sauvé au-dessus de 800 millions avec ça. C'est une solution qui est simple. Produire les médicaments génériques, c'est simple. On sauverait 2 milliards. Fait que là, on nous parle toujours qu'il n'y a pas d'argent, puis que là, M. Roy nous dit on n'a pas diminué le budget, on a diminué les augmentations, mais dans les faits, le coût de la vie augmente. Fait que si tu diminues les augmentations, tu diminues le budget. Fait que nous, on dit on a une solution simple, on l'amène au gouvernement. Pourquoi ne même pas l'envisager? Il y a toujours dans le système de santé en ce moment un préjugé favorable pour le privé, et ça, libéraux, péquistes et la CAQ feraient pareil parce que c'est dans leur mentalité de penser que le privé, ça coûte moins cher, mais dans la réalité, ça coûte plus cher. Le prochain débat, celui-ci organisé par la radio CHNC, se tient ce vendredi du côté de Chandler. Télévague est aussi partenaire de cet événement. Par ailleurs, un nouveau candidat se lance dans la course dans Bonaventure. Patrick Dubois aura son nom sur le bulletin de vote, lui qui s'affiche pour le Parti nul. Je l'ai rencontré pour en savoir davantage sur ce non-parti. Patrick Dubois, vous allez vous présenter comme candidat ou non-candidat pour le Parti nul. Parlez-nous de ce parti-là, on ne le connaît pas. Oui, mais en fait, le Parti nul vient du fait qu'actuellement, au Québec, c'est pas vraiment possible d'annuler son vote pour signaler son insatisfaction. C'est-à-dire que oui, on peut laisser un vote en blanc, mais ce vote-là ne sera ni comptabilisé. En fait, il va se retrouver dans les votes rejetés, tout comme n'importe quelle erreur au niveau du scrutin. Alors, donc, ça enlève une visibilité importante à ces votes-là, qui sont, oui, des non-votes, mais qui sont, je pense, une prise de parole. C'est un geste qui est lourd d'annuler son vote et ça serait important d'y laisser son sens. Donc ça, c'est en un premier temps. Mais en un deuxième temps, chaque vote vaut 2,50 actuellement au Québec, qui va aider à financer le parti. Lorsqu'on annule son vote, notre 2,50 est pris et séparé aux autres partis au prorata du nombre de votes qu'ils ont obtenu actuellement. Donc, on coche aucune de ces réponses, mais en fait, notre argent est distribué comme si on avait coché toutes ces réponses. Donc, il y a vraiment un manque de respect, je pense, qui a été fait par rapport à cette position-là qui est quand même possible. Et le Parti nul veut ajouter une case nulle qui, elle, rendra justice à ceux qui souhaitent contester. C'est quand même un peu, cynique. Là, on veut annuler son vote, on ne veut pas avoir le droit de parole, on veut contester quoi? Le mode de scrutin qu'on a présentement? En fait, le Parti nul se positionne sur aucune des raisons qui pourraient motiver quelqu'un à annuler son vote. C'est sûr que c'est important d'étudier au maximum toutes les offres
qui sont là pour essayer de retrouver une représentativité puis éviter d'avoir à annuler son vote en dernier recours. Donc, c'est ce dernier recours-là qu'on voudrait assumer. Et on ne veut pas aller chercher des votes aux autres partis, on veut simplement regrouper les votes annulés et leur donner une parole, leur donner une voix. Donc, c'est ce qui serait important là, pour le parti nul. Si c'est du cynisme, je ne crois pas. En fait, il y a une de nos intentions qui est de faire sortir du monde de chez eux des gens qui avaient l'habitude d'être très cyniques et de dire de toute manière, mon vote n'est pas compté, que j'aille voter nul ou pas. Donc, si au moins on peut garder le réflexe électoral chez ces gens-là, je pense que ça serait déjà une partie gagnée. Et cynisme non plus, parce que je crois que de savoir combien de gens sont insatisfaits, c'est de se donner une occasion de s'améliorer, de savoir si la satisfaction augmente. Volte-face, vous êtes élu le 7 avril prochain. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ça, c'est un scénario catastrophe. Un conte de fées, ça serait que le Parti nul n'ait pas besoin d'être là, que déjà tout le monde soit heureux. Mais scénario catastrophe, je suis élu, j'ai deux options. Soit je fais rien, parce qu'en fait, j'ai été élu sur une case nulle, donc ça serait irrespectueux pour les gens qui ont cru en ça. Donc, je fais rien ou je démissionne carrément, et là, on se retrouve à refaire des élections partielles avec des députés qui savent qu'ils ont un problème. M. Dubois, merci. Bien, merci à vous. Demeurons dans la politique. Du côté de la MRC Rocher-Percé, on a rencontré quelques candidats pour leur dresser une sorte de liste d'épicerie. Voici un extrait de l'émission Le préfet vous informe, où Diane Leboutillier nous parle des transports qui ont besoin d'un sérieux coup de pouce. Il y a une demande qui a été faite au niveau de la MRC de pouvoir rencontrer les candidats qui se présentent aux élections. Puis on a regardé au niveau des candidats du Parti libéral, au niveau des candidats du Parti québécois. C'était important de rencontrer le Conseil des maires parce que la MRC, on sait que la MRC chevauche deux comtés. Sauf que la MRC demeure une MRC, puis il y a des dossiers de la MRC il y a des arrimages qui doivent se faire là, auprès des candidats. Ça fait que, puis moi, là, c'est une priorité à ce niveau-là. Je ne vais pas diviser la MRC en deux, même s'il y a deux comtés. Fait qu'on a eu l'opportunité de pouvoir rencontrer les deux candidats du Parti québécois, M. Gaétan Lelièvre avec M. Sylvain Roy qui est venu nous rencontrer. On a eu une belle rencontre, ça a duré environ 1h30, où on a exposé là, les priorités de travail au niveau de la MRC. Là, ça, c'était dans le fond les élus. Est-ce qu'il y a eu aussi Mme Saint-Onge qui s'est présentée? Puis on a eu, ça c'est ma grande déception du côté du Parti libéral. La même invitation avait été faite, sauf que M. Damien Roy ne s'est pas présenté. Damien Arsenault ne s'est pas présenté à la rencontre. Ça fait que c'est Mme Annie Saint-Onge qui est venue. Qui est candidate dans Gaspé. Qui est candidate là, dans le comté de Gaspé. Ça fait que je vous dirais que je suis excessivement déçue. C'était la seule occasion où qu'on donnait aux candidats de pouvoir rencontrer le Conseil des maires. Un nom direct qu'on vous a dit ou une explication? Il ne s'est pas présenté. OK. Point. Les absents ont toujours tard. Donc, les absents ont toujours tard. Il ne s'est pas présenté. Ça fait que... Un homme comme M. Gaétan Lelièvre, qui même avant d'être élu, s'occupait déjà de ce dossier-là, grandement des transports, l'importance. On se rappelle de lui pour les croisières, entre autres, et des aéroports. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette écoute-là, de ce qui s'est dit dans ces rencontres-là concernant... Ça a été satisfaisant. On sait qu'il y a des enjeux majeurs qui s'en viennent au niveau gouvernemental. On sait que l'argent n'est pas nécessairement, là, sera pas nécessairement au rendez-vous, qu'il va y avoir des priorités. Puis d'ailleurs, dans les rencontres qu'on a eues cette année, on disait, bon, il va y avoir des choix majeurs qui vont devoir se faire. Puis nous, dans la rencontre qu'on avait hier, puis justement avec les candidats qui ont été présents, on disait en Gaspésie, on parle de transport aérien, transport maritime, transport routier, transport ferroviaire. Là, on veut tout, mais éventuellement, c'est que... Je pense qu'il va y avoir des grosses discussions qui vont se faire. Puis on en entend déjà parler au niveau du transport. Quand on regarde au niveau du transport routier, seulement les discussions qui ont lieu actuellement avec Coalis, anciennement Voyageurs, Orléans Express. Ouais. Fait qu'il y a des discussions à ce niveau-là actuellement. Là. On sait que la population est vieillissante, la population diminue. On a même cette année, ce qui est triste, on a un bilan migratoire, un solde migratoire qui est négatif. Ça faisait 2 ans là,
on était dans le positif. Puis cette année, on a un solde migratoire négatif à Gaspésie-de-la-Madeleine d'au-dessus de 300 personnes. Là. Ça fait qu'on a reculé. Là, Donc, il y a 300 personnes de plus qui sont parties et qui sont venues. Là, effectivement, là, ça fait que ça, c'est baisse là, au niveau de la population. Comme on disait, en 2010, on a atteint, nous, le point là, où on a plus de personnes âgées que de jeunes en région. Ça fait qu'il va y avoir des discussions qui doivent avoir lieu au niveau des transports. Mais il y a beaucoup de discussions, puis j'enlève rien aux élus, je respecte beaucoup leur travail, mais ces discussions-là, ça fait 10 ans qu'on les a sur les transports. Est-ce qu'à un moment donné, ça va aboutir à quelque chose? Bien, c'est justement, ça faisait partie là, dans la rencontre d'hier, c'est qu'il va y avoir, on va devoir faire des choix, puis il faut se donner aussi une vision d'avenir en ce qui concerne le transport. Puis moi, là, comme je le mentionnais, de pouvoir, puis tu sais, là, ne serait-ce qu'au niveau du développement des entreprises. Aujourd'hui, les nouvelles entreprises qui s'installent, les gens ont besoin, en Gaspésie, de fonctionner avec le transport aérien. Pour une compagnie, c'est beaucoup plus rentable d'envoyer quelqu'un à Montréal ou à Québec par avion. Ça prend 1h30 que de se rendre en voiture où on perd ces 12 heures. Là, ça fait que... C'est M. Gaétan Lelièvre qui disait en entrevue récemment ou durant les débats, je l'ai entendu dire que au prix des billets, maintenant, entre Gaspé et Québec, admettons, les seules personnes qui peuvent se payer ces billets-là, ce sont les fonctionnaires. Donc, c'est nous, c'est la population qui payons les billets d'avion pour nos fonctionnaires pour le faire, mais l'individu moyen ou le propriétaire de petites ou moyennes entreprises ne peut pas se permettre de payer, je ne sais pas, 800$ pour monter à Québec, aller-retour. C'est pour ça qu'il y a on a une opportunité là, de regarder avec le gouvernement puis d'essayer de prendre des ententes avec des transporteurs. Puis qu'est-ce qu'on priorise comme transport? Ça fait qu'à tout vouloir, on dit qui trop embrasse mal étreint. À tout vouloir, on finit par tout perdre parce que les coûts sont excessivement dispendieux. Ce que M. Lelièvre aussi nous mentionnait lors de la rencontre, c'est qu'il y a une étude qui devrait être déposée sous peu en qui concerne le transport ferroviaire, puis au niveau des coûts reliés à l'infrastructure, parce qu'on sait que le tronçon de New Carlisle à L'Anse-à-Beaufils, on ne peut pas le pratiquer actuellement. Ça fait qu'il y a des études qui vont être déposées. Puis ce qu'il nous mentionnait, c'est qu'au départ, on parlait de 63 millions en investissement, puis il nous disait, écoutez, ça va être beaucoup plus que ça. Ça fait qu'il y a des questions qu'il va falloir... il y a des questions qu'on se pose, il y a des études qui vont être déposées, puis il y a des décisions qui vont se prendre, qui vont peut-être nous arracher le cœur. Ouais. Mais on doit penser, on doit regarder par en avant. Mais, ouais. Je veux juste terminer sur ce sujet là-dessus, que c'est encore une fois, malheureusement, qu'on attend que ce soit fini. C'est un peu le gars qui est en véhicule, qui attend de manquer de gaz pour aller tanker. C'est qu'on dirait qu'on est rendu à la limite, ça doit fermer, alors que ça fait 10 ans qu'on aurait dû agir. Est-ce qu'on va le faire encore pour d'autres moi, dossiers? Ce que j'espère énormément au niveau, peu importe le prochain gouvernement qui va être élu, il y a des gens qui sont en place pour prendre des décisions, puis il va falloir les prendre, des décisions. On ne peut pas toujours pelleter par en avant, puis on ne peut pas toujours repousser les décisions parce que, politiquement parlant, c'est pas gagnant, ça fait perdre des voix. Et de l'argent. Mais ça fait beaucoup plus perdre de l'argent, puis ça hypothèque les générations futures. Puis il faut absolument, là, puis on est en place pour prendre ce genre de décisions-là qui ne seront pas nécessairement toujours gagnantes puis populaires. Ouais. Mais si on est capable d'expliquer aux gens, puis le pourquoi on les prend, puis les coûts que ça engendre, puis de leur dire, écoutez, là, nous, parce qu'on ne veut plus aller chercher dans les poches des contribuables. Puis le fardeau fiscal des Québécois, il est assez haut. Il est très haut, puis il ne finit plus d'augmenter. Ça fait que là, on voudrait qu'il reste plus d'argent dans la poche des contribuables. Bien, pour faire ça, il va falloir prendre des décisions. Tourisme culturel Gaspésie possède maintenant une agente de développement en tourisme culturel. Depuis janvier, Gabrielle Ayotte-Garneau est en poste et j'ai eu le plaisir de la rencontrer. Tourisme culturel bénéficie maintenant d'une nouvelle ressource et on l'a ici avec nous, Gabrielle Ayotte-Garneau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en Gaspésie, car vous êtes une nouvelle arrivante, il faut le dire. Oui, aussi. Combien de temps vous êtes établie, là?
Ça fait à peu près 1 mois et demi. 1 mois et demi, vraiment Ouais. nouvelle. Nouvelle. Le poste existe depuis 1 mois et demi. Là, vous arrivez d'où comme ça? J'étais sur la Côte-Nord avant. Ouais. OK, donc d'une région à une autre. Ouais, c'est ça. Originaire Du coin de Montréal. de Montréal. Mhm. Et là, vous êtes une nouvelle ressource. Là, il faut dire, il y a 3 employeurs, si on veut, ou 3 il y a un regroupement de personnes à qui Ouais. vous devez répondre. Oui, le tourisme culturel est un poste qui existe pour 3 organismes, le Conseil de la culture de la Gaspésie, le réseau muséal et patrimonial de la Gaspésie et les événements gaspésiens. OK. Et votre poste, dans le fond, ça, vous vous trouvez à être agente de développement en tourisme culturel. Qu'est-ce que ça fait, ça, une agente de développement en tourisme culturel? C'est assez vaste. En fait, une des premières choses que je veux mettre en place, c'est unifier une offre culturelle. Il y a beaucoup... la culture est très présente en Gaspésie et c'est super intéressant, sauf qu'il n'y a pas d'unification. Juste pour un touriste, par exemple, qui veut faire un voyage culturel en Gaspésie, il y a une dizaine, si c'est pas plus, de sites Internet à vérifier, par exemple, pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire comme activité culturelle. Ou même, il y a le Viens voir, mais qui n'est pas là à l'année. Bref, il manque d'unification pour pouvoir enligner un touriste, par exemple. Donc, c'est vraiment un clé en main, à la limite, de leur dire, tu vas à un endroit et à partir de ce moment-là, tu peux faire, si on veut, ta tournée. Oui, ça serait quelque chose comme ça, ou avoir l'information pour mieux t'orienter. Donc, dans ce développement-là, il y a cette concertation, ce regroupement de personnes-là. Et j'imagine, bon, le mot le dit, développement, donc on veut aussi instaurer plein d'autres nouvelles choses. Oui, c'est ça. Il y a une grosse partie que c'est des projets avec chacun des 3 organismes. Les organismes, c'est des regroupements eux-mêmes. Donc, il y a des membres muséals et sites patrimoniaux qui sont membres du réseau. Les événements gaspésiens, c'est un regroupement de plusieurs festivals, événements de la Gaspésie. Le Conseil de la culture représente beaucoup de membres du milieu culturel, des artistes, des salles de diffusion, donc plusieurs membres au Conseil de la culture. C'est sûr qu'il y a un côté de concertation du milieu culturel pour faire des projets, pour qu'on arrête de travailler en silo. S'unifier. Oui, c'est ça. Finalement, parce on parle souvent de guerre de clochers. Là, ça ne l'est peut-être pas, mais n'empêche, ça ressemble à ça un peu. On fait nos affaires, vous faites vos affaires. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme le principe du câble. Une seule facture pour la téléphonie, tout ça ensemble, c'est plus facile pour les gens à comprendre. C'est plus facile, puis souvent, ils ne rentrent pas en compétition non plus. Le territoire est immense. Et puis un festival ne rentre pas en compétition avec un musée ou avec un artiste. Au contraire, ils ont avantage à travailler ensemble pour se faire connaître et s'offrir une visibilité entre eux et s'aider à faire des projets aussi. On est toujours plus fort en réseau, à plusieurs. C'est ce qu'on dit, oui. Tout seul, on va, comment on dit, on va vite, mais à plusieurs, on va loin. C'est ça. Vous êtes une nouvelle arrivante. Pour vous, ce portrait-là, on l'a derrière vous, la grosse carte. Comment vous percevez la Gaspésie, son offre culturelle? Moi, je trouve ça extrêmement dynamique. C'est vraiment impressionnant de voir la quantité d'idées et d'imagination, si je peux le dire comme ça, qu'il y a en Gaspésie. C'est vraiment intéressant. C'est un beau défi, par contre, parce que c'est sûr que ça fait beaucoup de gens à asseoir à la même table, à concerter pour rendre ça plus uni. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est une grosse richesse qu'a la Gaspésie. Et c'est pour ça aussi le volet touristique de mon mandat, c'est faire connaître cette richesse-là à l'extérieur de la région. Et même à l'intérieur de la région, parce que les Gaspésiens sont aussi touristes dans la Gaspésie. Ben oui. Et c'est les meilleurs vendeurs aussi à l'extérieur. Est-ce que vous allez pouvoir amener un apport? Bon, il y a les musées, entre autres, qui sont là-dedans, et on sait que les musées, d'année en année, souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une baisse. Il y a une baisse, il y a moins de monde dans les musées. Est-ce que votre rôle aussi, c'est d'amener de nouvelles idées pour attirer des gens, ou c'est plus de loin qu'on va regarder ça? Je m'occupe pas tout à fait personnellement du marketing. C'est sûr que tantôt, on parlait aussi d'offrir une promotion peut-être unie. Ça va être quelque chose à moyen, long terme qui va être mis en place, donc qui va permettre peut-être d'améliorer la visibilité des musées. Mais il y a beaucoup entre eux, ils peuvent s'aider à faire ça. Et le réseau sert à ça, et c'est pour ça que je suis là aussi, pour aider, dans le fond, parce que le réseau fonctionne avec un conseil d'administration. Donc, c'est pour aider le réseau à faire en sorte que les membres puissent s'entraider entre eux. Et vous trouvez être un peu le maestro qui va diriger ça, réseauter ça ensemble. C'est quand même un beau boulot. Là. Et drôlement inspirant aussi, parce que les gens que vous côtoyez, des artistes, on sait, c'est quand même c'est un imaginaire, c'est une façon de vivre. Oui, c'est vraiment un domaine intéressant, c'est le fun. Madame Ayotte Garneau, merci beaucoup pour l'entretien. Et puis on aura l'occasion de se recroiser, j'imagine, dans le contexte culturel actuel. Oui, sûrement. Merci. Merci.
Comme à chaque année, l'Association des personnes handicapées Action Chaleur présente son très attendu spectacle bénéfice. Pour sa 15e édition, l'organisme promet encore une fois de nous en mettre plein la vue. Lise Gagné nous en dit plus long. On est ici dans les nouveaux locaux de l'Association des personnes handicapées Action Chaleur avec Lise Gagné. Bonjour, Mme Gagné. Bonjour. Qui est directrice par intérim, disons-le, en remplacement de Pascal Poirier. C'est ça. Nouveaux locaux. Hey, c'est beau chez vous? C'est beau, hein? Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Ah, c'est le bonheur. C'est spacieux, c'est éclairé, c'est grand. On fait toutes nos activités ici. C'est depuis le début de mars qu'on est là, puis on est vraiment, vraiment très bien. Ça fait 3 semaines, on est installé. On le sent d'ailleurs quand on rentre. Il y a une nouvelle dynamique, hein? Beaucoup de chaleur, je trouve, dans les nouveaux locaux. Donc, on le dit, on est situé dans l'ancienne salle de quai à Bonaventure. À Bonaventure, oui, c'est ça. C'est l'avenue Louis-Bourg. Sur l'avenue Louis-Bourg. On est ici pour parler de ce spectacle qui revient année après année. C'est la 15e année, la 15e édition du spectacle oui. bénéfice qui se passe à New Richmond. Parlez-nous de cette année. À quoi on aura droit? Cette année, on va avoir un droit à un spectacle diversifié, en danse, en chant, peut-être pas de mime, non, comme de la magie. Okay. Il va y avoir du théâtre, il va y avoir, évidemment, il va y avoir du chant comme d'habitude. Puis on va voir des artistes qui sont les membres. Il y a plusieurs, on s'est tous ralliés, là, ceux qui travaillent avec les personnes handicapées, pour faire de ce 15e anniversaire une fête. Donc, c'est ses membres. Mais oui, parce que ça, c'est revenu encore récemment. Le spectacle est entièrement constitué d'artistes. Bon, il y a des artistes locaux qui parrainent, finalement. Exactement. Il y a des accompagnateurs, mais il y a les participants. Cette année, on a 85 participants sur scène. 85. 85. 85, depuis Nouvelle jusqu'à Chandler. Qu'est-ce que ça leur amène, ça? Beaucoup d'estime de soi. Ils développent beaucoup de fierté d'être sur scène, puis leur créativité est développée. Puis c'est surtout l'estime de soi. Hier soir, je voyais, là, ils sont venus pratiquer ici, là, puis heureux de pratiquer, heureux de montrer ce qu'ils savent faire. Hein. C'est des artistes dans l'âme. Ben oui. Puis ils veulent juste nous montrer comment ils sont bons. Ces gens-là qui les entourent, certains sont bénévoles, d'autres employés ici. Oui. C'est quand même un travail de moine, là. J'ai dit, le track, moi, pour faire le théâtre, quand on pogne le track, on n'est pas du monde, mais j'imagine que là, en plus, c'est une autre histoire, c'est une autre ligue, là. Oui, mais ceux qui accompagnent, là, c'est des gens que ça fait... Il y a Manon Ouellette, je crois il y a une fois où elle n'est pas allée. Les 4, comme, pas piliers, mais en tout cas, les artistes principaux, là, qui sont Manon Ouellette, Steve Ouellette, puis... David Arsenault, je crois. Il y a aussi David Arsenault, M. Appleby aussi. Oui, il y a Tony qui est là, il y a Henri-Jean, il y a... mon Dieu, là, je vais en oublier, puis ils m'aimeront pas. Là, mais il y en a beaucoup. Bon, alors, c'est des piliers, ça. C'est Tony Appleby qui avait pensé à ça il y a une quinzaine d'années, de faire un spectacle, puis de rallier toutes ces personnes handicapées pour démontrer au public qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ce public-là de tradition est souvent nombreux. On fait souvent des salles combles à New Richmond, dans la grande salle. Il y a un partenariat aussi avec la salle régionale. Oui, absolument. Oui, absolument. Toutes les années, on fait... ils sont partenaires avec nous autres. Le spectacle, bon, l'an passé, comme celui d'avant, on augmente tout le temps, on s'en fait parler comme c'est le show de l'année. Allez voir ça, vous allez vivre de quoi. Ça va comment, la vente des billets jusqu'à maintenant? La vente de billets va assez bien. On a été un petit peu ralenti cette année. Il y a un autre spectacle dans la région, mais il reste quand même qu'il y a encore quelques billets à vendre. Il y en a à la salle de spectacle, il y en a au Centre d'action bénévole à Passepébiac, puis il y en a ici à l'Association des personnes handicapées. Alors, si vous voulez, moi, je vais vous donner les numéros de téléphone. Ben oui, allez-y. Puis là, je vais être obligée de regarder mes feuilles parce que je n'ai pas tout ça par cœur. Alors, à la salle de spectacle, c'est le 418-392-4238. C'est au poste 1. Au Centre d'action bénévole à Saint-Siméon-Port-Daniel, c'est le 752-5577. Et ici, à l'Association des personnes handicapées Action Chaleur, c'est le 418-534-5516. Les billets, ils se vendent au coût de 20 $. Qui est très abordable pour 85 artistes. Oui, beaucoup. 85 minutes de show, autrement dit.
Puis 11 pour les enfants de 12 ans et moins. Et là, on le rappelle, c'est le 5 avril, ce spectacle-là. On ne l'avait pas encore dit, mais c'est le 5 avril. Le 5 avril à 8 heures. À 8 heures. À 8 heures. Pour ce 15e spectacle de l'Association des personnes handicapées. Puis joignez-vous à nous autres. Vous allez voir des gens heureux qui veulent vous en offrir plein la vue. Et les applaudissements sont appréciés. Exactement. Madame Gagné, merci beaucoup pour ce moment aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Vous reviendrez. Merci. Retrouvons l'agent Daniel Huard de la Sûreté du Québec pour la chronique policière. Bonjour et bienvenue à votre chronique policière concernant l'actualité des postes de New Carlisle et Pabot. Donc, les dossiers que je vais traiter aujourd'hui, ça part du 1er mars jusqu'à la semaine dernière. Donc, sans plus tarder pour New Carlisle, on parle de collision matérielle uniquement. On parle de 21 dossiers répertoriés dans cette période-là. 9 dossiers à Passepébiac, 2 à Bonaventure, 2 à Hopetown. Et pour les municipalités de Hope, Chandler, Chigawak, Saint-Godefroy et Saint-Jacques, on parle d'un dossier par municipalité. Lorsque je parle de Chandler, c'est un dossier qui a été répertorié au poste de New Carlisle. Au niveau des collisions matérielles, mais également avec blessés, on parle de 2 dossiers. Un dossier survenu à Bonaventure et l'autre à Passepébiac. Au niveau des conduites capacité affaiblie, on parle de 2 dossiers dans le secteur, également un dossier à Passepébiac et un à Bonaventure. Au niveau maintenant d'un dossier à New Carlisle, c'est une conduite durant interdiction, donc dossier criminel. On parle de dossier maintenant de proférer des menaces, un dossier de proférer des menaces, harcèlement criminel et appel harassant. On parle d'un dossier ouvert à Saint-Siméon. Au dossier maintenant à Bonaventure, on parle d'un dossier d'entreposage négligent d'une arme à feu. On parle d'un vol de moins de 5 000 survenu à Saint-Siméon. Trafic de stupéfiants, dossier ouvert à Bonaventure. Et maintenant, un dossier qui nous a été rapporté au poste de New Carlisle, qui est survenu à Rivière-du-Loup. On parle d'un dossier de fraude. Pour le secteur de Pabot maintenant, encore une fois, à partir du début mars, on parle de 16 dossiers au niveau des collisions matérielles sans blessés. On parle de 7 dossiers à Chandler, 5 à Grande-Rivière. Et pour les municipalités de Pabot Mills, Cap-d'Espoir, Newport et Gaspé, on parle d'un dossier par municipalité. Au niveau des collisions avec blessés maintenant, on parle de 4 dossiers, un à Chandler, un à Pabot, un à Pabot Mills et un à Port-Daniel. Au niveau des capacités affaiblies, également 2 dossiers. On parle d'un dossier à Pabot Mills et l'autre à Grande-Rivière. Dossier de voie de fait maintenant, deux dossiers de voie de fait, dans les 2 cas, dossier ouvert à Chandler. On parle de 2 dossiers de possession de cannabis, un dossier à Pabot Mills et l'autre à Pabot. Dossier maintenant de harcèlement criminel, dossier ouvert à Grande-Rivière. Méfait moins de 5 000, dossier ouvert à Pabot. On parle d'un dossier maintenant de vol, 2 dossiers de vol, un à Chandler et l'autre à Port-Daniel. Introduction par effraction, 2 dossiers également, un à Pabot et un à Newport. On parle d'un dossier de possession de méthamphétamine, dossier ouvert à Grande-Rivière. Un dossier maintenant de troubler la paix et proférer des menaces, dossier ouvert à Grande-Rivière. Et on a eu un vol de motoneige, dossier survenu à Sainte-Thérèse. Grande-Rivière, maintenant, on parle d'un méfait sur véhicule, dommage moins de 5 000 $. Un dossier maintenant de proférer des menaces, dossier ouvert à Gascon. On parle concernant un dossier à Grande-Rivière de bris de promesse, bris de probation, possession de cannabis et possession de tabac de contrebande. Donc, c'est ça, dossier ouvert à Grande-Rivière. Nous avons procédé maintenant à l'exécution de 3 mandats d'arrestation. Dans les 3 cas, dossier ouvert à Pabot. Un dossier maintenant de voie de fait et de méfait moins de 5 000 est ouvert à Pabot Mills. Dossier maintenant de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic. Entrave au travail policier, bris de probation et bris d'engagement. Dossier ouvert à Grande-Rivière. Et 2 autres dossiers un peu plus substantiels. Encore une fois, à Gascon, on parle d'un dossier de voie de fait. Proférer des menaces, vol moins de 5 000 et méfait moins de 5 000. Pour Chandler, on parlera d'un dossier de voie de fait armée, voie de fait causant lésion, proférer des menaces, sécurité et développement compromis de l'enfant et également bris de probation. C'est ce qui fait le tour de l'actualité policière pour les 2 postes. Rappelez, très important, il y a encore de la neige. Il y a des infractions reliées à la neige qui se retrouvent sur la chaussée. Je sais qu'il y a beaucoup de neige, mais il faut faire attention et ne pas l'envoyer sur la voie publique.
Donc, sur ce, bonne semaine, mais également soyez prudents sur les sentiers de motoneige. Merci. Kayak Aventure offre à ses clients une expérience inoubliable grâce à ses expéditions en traîneau à chien. J'en ai eu la preuve lors de ma visite sur les terres familiales de Philippe Dugas à Maria. Philippe Dugas, c'est parti d'où cette aventure-là de kayak? C'est parti quand j'étais quand même très jeune. Aussitôt que j'ai vu ça se passer dans des films, n'importe quoi, des chiens qui tiraient des gens, j'ai commencé à atteler mes chiens déjà. Fait que peu importe le genre de chien que j'avais, labrador, n'importe quoi, là, j'ai commencé à faire tirer mes chiens avec des moyens de fortune dans ce temps-là. Puis en vieillissant, j'ai rencontré quelqu'un qui était guide de traîneau à chiens dans la région de Montréal. Aussitôt que j'ai entendu parler qu'on pouvait être guide de traîneau à chien, c'est certain que j'avais 18 ans. Donc, j'ai appliqué, j'ai appelé le monsieur, j'ai commencé là. Ça fait au-dessus de 15 ans que je fais du traîneau là, tous les hivers. Donc, il se donne des cours de musher, comme on dit. Il se donne des cours d'aventure, le cours aventure de tourisme qui se donne dans les cégeps. Mais moi, j'ai pas passé par là. Moi, j'ai commencé même un peu avant que le cours là, de tourisme d'aventure se soit développé vraiment plus grand. Moi, j'ai appris sur le tas. J'ai appris avec des mushers, avec des propriétaires de chenilles. C'est comme ça que j'ai commencé. Et là, aujourd'hui, depuis quelques années, vous êtes installé à Maria, vous avez votre chenille et votre compagnie qui est démarrée. Oui, c'est ça. Là, ça fait 3 ans que ma compagnie est démarrée. Je suis dans mon 3e hiver. Ça va faire 10 ans dans quelques jours que j'ai mes chiens à moi. Donc, j'ai arrêté d'être guide pour quelqu'un d'autre. Les premières années, c'était je montais ma meute, je montais ma vie aussi. Là. Je laissais le temps de me placer un peu puis de commencer ça. Puis c'est ça, depuis 3 ans, là, ma compagnie a commencé. Ça va très bien. Ça commence à être connu de plus en plus. Puis ça avance. On a eu un bel hiver. C'était vraiment super là, pour cette année. Là. Ça aide beaucoup, la neige. Oui, ça aide, c'est sûr, c'est certain. Ça ressemble à quoi le quotidien d'un musher? Le quotidien, à l'année, ça change. Là, d'une saison à l'autre, ça change. L'hiver, c'est certain qu'on fait travailler les chiens, on les fait courir, ils ont besoin de bouger, il faut les entraîner aussi. Donc, le début de l'hiver, c'est une partie d'entraînement. Le quotidien, à tous les jours, il faut les nourrir, il faut s'en occuper. C'est une ferme. Ça, c'est à l'année, 365 jours par année, ça, on ne peut pas s'en passer. L'été, c'est certain que les chiens demandent beaucoup moins d'entretien, beaucoup moins de temps parce que je ne peux pas les entraîner, je ne peux pas les sortir, c'est trop chaud pour eux autres. Fait que là, c'est la base, c'est les nourrir, l'eau, faire le ménage des enclos, les garder en santé quand même, les laisser bouger un peu. L'automne, aussitôt que le temps se rafraîchit un peu, là, je peux commencer l'entraînement avec un 4 roues. Je commence à entraîner avec un 4 roues, aussitôt que le temps le permet, là, aussitôt que ça commence à geler la nuit, fin octobre, début novembre, je commence l'entraînement. Puis ensuite, quand il y a de la neige, là, on sort des traîneaux, puis on commence à entraîner aussi là, pour être prêt pour le temps des fêtes, quand on peut avoir de la neige assez pour le faire. Fait que ça, c'est l'année, je dirais, d'un musher. Parlez-nous un peu de la race de vos bêtes. Moi, c'est un mélange husky sibérien, malamute d'Alaska. C'est un mélange des deux races. La raison, c'est que je voulais avoir le milieu entre les deux. Le malamute d'Alaska, c'est un chien qui est beaucoup plus gros. C'est un chien de 90-100 livres qui peut aller jusqu'à 120, 130, 140, même 150 livres. Le husky va être plus petit un peu, une soixantaine de livres, 50-60 livres. Ça, je parle pour le mâle. Je voulais avoir le milieu. Je voulais avoir des chiens de 70-80 livres, pas trop gros. Question de tempérament aussi. Le malamute est un peu plus agressif, pas avec les humains, mais entre eux. Donc, je voulais essayer de casser le tempérament un peu. Est-ce que vous les achetez dans des chenilles ou, on les élève aussi au travers de ça? Oui, c'est ça. C'est surtout un élevage que j'ai. J'ai d'autres chiens qui viennent. J'ai quelques chiens qui viennent de l'extérieur, mais j'ai quand même sur 15 chiens que j'ai présentement. J'ai un petit bébé de 8 jours, une petite femelle que je viens d'avoir. J'ai
10 chiens qui sont nés de la même maman, de la même mère que j'ai encore, qui est maintenant ma plus vieille. Donc, j'en ai quand même... La plupart viennent d'ici. La plupart viennent de mes propres chiens. Ça me prend d'autres chiens, c'est certain, d'autres sangs pour varier la race, là, pour pas que ça soit trop consanguin. Ouais. Mais sinon, c'est ça. La plupart des chiens viennent tous d'ici, là. Ils ont différentes aptitudes, compétences, si on veut. Est-ce qu'il y a une différence entre le mâle et la femelle dans le caractère ou dans la force physique? Dans la force physique, oui, il y en a une, c'est sûr. Le mâle est plus gros. Généralement, les mâles sont plus gros. Fait que ça, c'est certain que ça fait une différence sur la force. Dans le caractère, ça peut se ressembler. Les femelles sont souvent plus agressives, plus à l'écoute aussi du maître que le mâle. Mais présentement, mon chien de tête, c'est un mâle. Il n'y a aucun problème. Polka, qui est ma femelle, qui a eu mes bébés, a été ma chienne de tête longtemps. Là, elle a vieilli, fait qu'elle a laissé la place aux autres. Mais je te dirais qu'entre mâle et femelle, la principale différence, c'est la grosseur. Là. Les deux ont la volonté de tirer un traîneau. Les deux, c'est ça qu'ils aiment, puis ils veulent faire plaisir au maître. Dans les chiens, là, il y a une grosse différence aussi. T'sais, j'ai des chiens de tête, j'ai des chiens qui peuvent pas être chiens de tête. J'ai des peut-être futurs chiens de tête que je développe, que j'essaie de développer. Mais ça, tu le vois au fil des années, puis... C'est à force d'en faire que tu comprends ça. Qu'est-ce qu'on a besoin pour être un bon chien de tête? Et aussi, c'est quoi les rôles de ce chien-là? Ce qu'il a besoin, c'est d'être dominant, premièrement, avec les autres chiens. C'est sûr qu'un chien de tête, normalement, c'est un mâle alpha ou une femelle alpha. C'est le dominant de la meute, dans le meilleur des cas. C'est certain, comme présentement, mon chien de tête, c'est pas le plus dominant, mais c'est lui qui m'écoute le plus. La deuxième chose que ça prend un chien qui est à l'écoute de son maître, à l'écoute du mocheur. Il faut qu'il m'écoute parce que quand il y a 10 ou 12 chiens attelés derrière lui, quand je fais des grosses équipes, disons, ou même quand il y a 4 ou 5 chiens, si lui décide de s'en aller où je veux pas aller, bien, les autres suivent. Ça fait que lui, il faut qu'il m'écoute, il faut qu'il comprenne. Juste un exemple, un écureuil qui traverse la piste, bien, s'il décide de tout rentrer dans le bois, partir après l'écureuil, ça sera pas le fun. Fait que le chien de tête, il faut que ce soit lui qui garde ça. Le chien de tête, c'est une prolongation de moi-même, finalement. C'est lui qui m'écoute, qui fait ce que je veux dans le meilleur des cas. C'est certain que ça marche pas tout le temps comme on veut. Ça reste un animal. C'est pas une motoneige, ça reste des animaux. Ça fait que des fois, il se passe des petites choses, des petits incidents, mais jamais rien de grave. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont domestiqués, semi-domestiqués? Ah non, ils sont domestiqués, il n'y a aucun problème. Ouais. C'est pas une race de chien que je conseille à tout le monde pour avoir comme chien de maison. C'est des chiens qui ont besoin d'être en meute, c'est des chiens qui ont besoin de bouger beaucoup, c'est certain, mais il y a plein de gens qui ont des chiens husky, malamute ou peu importe le genre de chien de traîneau comme chien de maison, puis ça va très bien, c'est des très bons chiens. Mais c'est certain que si tu compares le husky ou le malamute à le labrador ou le golden retriever, bien, dans pas sa hiérarchie, mais de la façon qui a été conçue puis de la façon qui a évolué, le labrador est beaucoup plus habitué d'être un chien de maison que le husky ou le malamute, qui est beaucoup plus habitué d'être un chien de meute, d'être un chien qui vit à l'extérieur. C'est ça. Ça fait que le tempérament est différent, là. Est-ce que ça mange beaucoup, un chien de traîneau? Ça mange beaucoup en hiver, énormément en hiver. Je double, je triple la ration quotidienne, là. Sinon, en été, mes chiens mangent de la viande, principalement de la viande. Ça mange à tous les jours comme tous les autres chiens, c'est certain. Les bébés vont manger 2-3 fois par jour comme tous les autres chiens. En hiver, c'est certain que j'y vais selon l'activité, selon ce que je leur demande de faire, selon la température aussi. Un hiver comme cet hiver, froide, puis bien occupé, ça a été un hiver qui ont mangé beaucoup. Ouais. On a fait sa couche de graisse, si on veut. Oui, puis la couche de graisse, il y a à perdre aussi durant l'hiver, fait que c'est ça qu'il faut entretenir finalement. Vous disiez viande principalement, un peu de moulée au travers? Oui, la moulée, là, l'hiver, c'est beaucoup plus de moulée que de viande, là. La viande, c'est vraiment à l'année, mais l'hiver, aussitôt que l'entraînement recommence, finalement, je recommence à donner de la moulée. La moulée, c'est le rapport à plus de vitamines, minéraux, ce qu'ils n'ont pas dans la viande. Viande, c'est protéines, gras. Ça bourre bien l'estomac, mais c'est pas ce qu'ils ont besoin principalement, là. Allez, ça y va, pardon. Allez. Dans vos services ici, quand on lit votre pamphlet, il y a différents parcours. Parlez-nous des différentes aventures que les gens peuvent vivre ici à Maria. Oui, bien, ce que j'offre, la plus petite randonnée que j'offre, j'appelle ça l'initiation. Mon initiation est quand même une randonnée de 3 heures. C'est une activité qui va durer 3 heures en tout. On va faire 1h30, 2 heures de traîneau.
Il va y avoir une visite du chenil qui va commencer la demi-journée, si on veut. Je vous présente les chiens, je vous parle des chiens, de moi, qu'est-ce qui s'est passé un peu, pourquoi je suis rendu là. La gang de chiens, je vous présente, je vous nomme les noms, leur position dans les équipes et tout ça. Ensuite, je vous donne des instructions parce que les gens sont appelés à conduire leur propre traîneau. Ça, c'est une chose que les gens aiment beaucoup. Ils ne sont pas seulement passagers, ils peuvent conduire leur traîneau. S'ils ne veulent pas conduire, ils sont passagers, il n'y a aucun problème. Ensuite, je vais atteler les chiens. Ça, atteler les chiens, c'est une autre chose. Les gens peuvent plus ou moins m'aider parce que ça bouge beaucoup, il faut que ça aille vite. Une fois qu'on est parti dans la randonnée, on va faire 1h30, 2 heures de traîneau autour d'une quinzaine de kilomètres, entre 12 et 15 kilomètres, tout dépendamment des conditions. On fait une pause, on prend une petite pause en forêt, 5-10 minutes. J'apporte du chocolat chaud, des petites gâteries pour les gens. Je garde le monde un petit peu. Quand on revient, là, les chiens sont beaucoup plus tranquilles. Donc là, les gens peuvent beaucoup plus manipuler les chiens, flatter les chiens, enlever les harnais. La plupart du temps, c'est les gens qui vont dételer carrément les chiens. Moi, je m'occupe de les mettre dans leur enclos, de leur donner de l'eau. Mais là, les gens peuvent prendre des photos, se coucher avec les chiens. Les chiens sont beaucoup plus accessibles. Plus docile. Oui, plus facile. Un peu comme l'endorphine quand on embarque après. Oui, bien c'est ça. C'est l'effet de l'activité là, qui les aide. Là. Ouais. Donc, même on parle d'un 24 heures aussi là, qu'on peut aller. J'offre aussi des journées complètes. Là, on va aller dîner en forêt, soit dans un chalet ou dans une tente prospecteur. Là, c'est certain que le contact avec les animaux, avec les chiens, va être beaucoup plus grand parce qu'on va pouvoir plus les atteler. T'sais. Les gens vont avoir vu comment ça se passe ce matin, donc là, ils vont pouvoir m'aider plus. Puis le coucher en forêt, le 24 heures, ça, c'est une activité qui part de 1 heure l'après-midi jusqu'à midi le lendemain. Ça, c'est, je dirais que ça s'offre aux gens qui en ont pas nécessairement déjà fait, mais qui ont un goût un peu plus là, de l'aventure. C'est soit coucher dans un chalet qui est chauffé ou dans une tente prospecteur qui est chauffée, mais pas toute la nuit. Là, ça prend un équipement adéquat aussi. Ça prend un bon sleeping bag, là, un -20 ou un -30. Là, c'est certain que le contact va être encore plus grand avec les chiens parce que les chiens sont couchés pratiquement à côté de vous. Là. C'est eux le chauffage, finalement. Non, c'est bien, on peut, si on veut. S'il fait très froid, on peut se rentrer un chien ou deux, mais il aime moins la chaleur que nous autres. Là. En terminant, s'il y a des gens qui nous ont écoutés, qui ont entendu ça, qui ont le goût d'en faire, on vous appelle, on vient ici, un site Internet, comment ça marche? Oui, bien, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez aller aussi sur ma page Facebook. J'ai une page Facebook. Je n'ai pas vraiment de site Internet. Je ne suis pas encore rendu là dans mon développement. Ma page Facebook, Kiak Aventure, ou encore aller sur mon nom à moi, Philippe Dugas. Vous allez trouver le lien, il n'y a pas de problème. Si vous tapez Traîneau à chien Gaspésie, vous allez tomber sur Tourisme et des Chaleurs ou sur d'autres organismes qui me réfèrent. Donc, il n'y a pas de problème, vous allez me trouver. Philippe Dugas, merci beaucoup pour tout. Ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais là, Letty? Allez. Ben ouais. Mars est le mois de la nutrition. Dans cet ordre d'idées, je suis allé à l'Intégrale épicerie écologique pour apprendre une recette de smoothie santé avec Shauna Grant. On est ici à l'Intégrale épicerie écologique à New Richmond avec Shauna Grant. Salut Shauna. Bonjour. C'est un plaisir d'être ici dans le cadre du mois de la nutrition. Et là, aujourd'hui, tu as décidé de nous faire là, un smoothie, mais pas n'importe lequel. Non, un smoothie vitalité. Donc, c'est le printemps, on a besoin d'avoir un petit regain d'énergie. Donc, ça va être un smoothie avec des super aliments. Donc, je vais pouvoir vous présenter ça. Donc, on va mettre une tasse de bleuets. Les bleuets contiennent des antioxydants, donc très intéressant. Après ça, on va mettre une tasse de jus de pomme. Jus de pomme, n'importe lequel, il n'y a pas de... Bien, en fait, sans sucre, nous, on a le jus de pomme de l'Alverne, donc qui est un verger dans le coin du Nouveau-Brunswick environ, là, donc très intéressant. Après ça, on va mettre du chanvre. Donc, le chanvre, c'est un super aliment, donc qui contient des protéines, des oméga-3. Les oméga-3, c'est bon pour notre cerveau, donc on a besoin de ça. Puis les protéines, bien, c'est bon, ça va nous soutenir durant la journée. Ben ouais, c'est ça bourre, donc, comme on dit. Là, on va mettre... Toque. Oui, exactement. Donc, ça, c'est en écaille, hein? Excuse-moi, c'est un... Non, il n'y a pas d'écaille dedans. OK, il n'y a pas d'écaille. Non. Donc, on va mettre 2 carrés à table de chanvre. Comme disais tantôt, ça, un smoothie comme ça, pour quelqu'un comme toi qui s'entraîne, qui fait des marathons, oui. ça soutient ça. Ça soutient. En fait, mon smoothie il contient environ 20 grammes de protéines. Donc, c'est sûr que les besoins de protéines varient selon la constitution de la personne, l'âge, ainsi de suite. Mais 20 grammes de protéines, c'est quand même assez bon là, pour, mettons, un déjeuner. Là, ça va nous soutenir. Après ça, on va mettre aussi de la graine de lin. Donc, la graine de lin contient aussi des oméga-3, des protéines aussi, puis des fibres. Donc, on va mettre 1 cuillerée à table
de graines de lin. Mhm. Après ça, on va mettre aussi de la graine de chia. Donc, la graine de chia contient des oméga-3 aussi, puis des protéines et des fibres. Donc, c'est pas vide. Ça, là. Il n'y a non. pas de calories vides, il n'y a rien Non, dans la c'est patate, ça. là. Tous les nutriments sont vraiment regorgent de protéines ou de bons nutriments, dans le fond. Donc, tous ces ingrédients-là, là, on ne va pas pour la texture, on va vraiment là, pour ce que ça contient, comme tu dis tantôt, comment tu l'avais appelé, un smoothie? Vitalité. Vitalité, là. Bien, en fait, oui, mais aussi, ça va être bon au goût, là. Mhm. Je vais pouvoir vous faire goûter, là. Vous allez J'ai voir, ça déjà va... hâte. Il y a une bonne base. En tout cas, Oui. jusqu'à maintenant, le jus de pomme bleuet, déjà là. Après ça, ici, on a du bioca. Donc, le bioca, c'est des probiotiques. Donc, c'est bon pour la flore intestinale. OK. Donc, c'est bon pour notre immunité durant l'hiver, pour ne pas attraper des grippes ou ainsi de suite. Donc, je vais mettre... OK, c'est en liquide. Oui, un bioca au complet. OK. Oui. Après ça, je vais mettre... mon élément préféré, mon Ben oui, mon on en nutriment. parlait tantôt, là. La spiruline. Donc, la spiruline qui est un algue qui contient de la bêta-carotène. Ça contient aussi du fer, du magnésium, du calcium. Donc, c'est vraiment un super aliment qui va nous apporter beaucoup d'énergie. Donc, moi, avant de faire un marathon, je prends de la spiruline. J'ai mon gros pot là, de vert foncé. Ben oui, je vois ça, puis ça a l'air... c'est quand même dense, hein? Oui, très dense. Donc, puis ça contient aussi des protéines. Donc, très intéressant. En plus. là. Donc, ça, juste un tout petit peu parce que c'est puissant au goût? ou- Oui, bien, c'est sûr que ça a un petit goût d'algue, mais c'est surtout que la quantité que je vais mettre, ça contient vraiment, comme je dis, là, on n'a pas, des super aliments, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour, pour avoir tous les bons nutriments qu'il y a dedans. là. C'est déjà Donc, concentré. Oui, là. exactement. On le sent, ça. Donc, On est prêt déjà? et oui, on est prêt. Donc, je vais juste mettre ça. Smoothie Vitalité prise 1. Exactement. On y va. Bon, je pense que là, ça va être bien. La couleur est intéressante. on Oui, dirait déjà. vraiment, là, la couleur du bleuet ressort bien. Donc, je vais mettre ça ici, c'est pas grave. Est-ce que vous voulez goûter? Ben, absolument. OK. Je peux Et pas ça a vous- conseillé combien qu'on doit... est-ce qu'on doit en boire beaucoup ou déjà ça va nous remplir? Ça ici, là, c'est une portion pour une personne. OK. Donc, c'est sûr que, tu sais, là, il y avait 2 tasses. Tu sais, ça peut équivaut environ peut-être 2 personnes pourraient prendre ça, là. OK. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous soutenir jusqu'à rendu au midi, là. Ah ouais? Donc, super intéressant, là. Donc moi qui arrive de dîner, je vais être rempli. là. Oui, c'est ça. Mais Top. comme en collation aussi, ça peut être intéressant de se faire un smoothie, d'apporter ça au travail. Puis quand on a une petite faim ou ainsi de suite, bien là, on peut prendre ça. Donc, on va se sentir... puis ça va nous apporter de la vitalité aussi, des fois, si on s'endort au travail. Donc, Ouais, plus on qu'une va avoir- barre tendre qui contient des calories, des fois qui va nous endormir, le chocolat Exactement, qui va nous alourdir un peu. Donc, c'est facile à digérer. Donc, il y a plein d'enzymes là-dedans, donc facile pour notre digestion. Donc, vraiment très intéressant. Là. Moi, un marathon, ça me donne beaucoup d'énergie, mais jusqu'à la fin, là, même à la fin encore là, j'ai plein d'énergie. Puis je suis vraiment... En plus, avec les endorphines et tout. C'est sûr Donc que- c'est mieux qu'un Red Bull, hein, ou Oui. une boisson énergétique quelconque. là. C'est sûr. Ça, c'est... Bon, ben j'écoute ça devant vous comme Oui. ça. Wow. C'est bon? Mhm. Oui. C'est bon, puis on dirait que, comme tu dis, on goûte la vitalité. On goûte... Mais c'est des ingrédients qui sont des goûts de texture qu'on est moins habitués, mais c'est vraiment, c'est du bonbon. C'est du turbo, ça, là. Oui, C'est- non, c'est ça, exactement. Là. Donc, Tous les produits que tu as utilisés, on les retrouve ici à l'intégrale. Exactement. Dans les prix, j'imagine que ça, t'en mets pas beaucoup, ça dure quand même longtemps. Oui, exactement. Donc, nous, on les garde au frigidaire, là. Puis, c'est de l'ordre de 2 cuillerées à table par jour qu'on recommande de prendre ça. Donc, c'est quelque chose qui va nous durer quand même assez longtemps là, pour un sac comme ça ici. Là. Donc, on dit, mettons, entre 9 $ ou quelque chose comme ça. Puis, tu sais, si vous... Ça va vous durer quand même assez longtemps. Et on investit dans la santé, Ouais, c'est ce ça, qui n'est jamais exactement. mauvais. C'est ça. Shannon, ça fait un plaisir Oui, pour nous mais moi d'être aussi. ici. On va sûrement répéter l'expérience. Oui, Merci. vraiment, merci.
Alors, on termine ça avec quelques invitations. Tout d'abord, après-midi amateur ce dimanche 23 mars à 13h au Centre multifonctionnel de Gascon. C'est organisé par le Club L'Étoile de mer de l'endroit. Vous êtes invité à l'Assemblée générale annuelle au Club des 50 ans et plus de Chandler le dimanche 23 mars toujours. C'est à 14h au local qui est situé, je vous le rappelle, au 509 rue Micmac. L'Assemblée sera suivie d'un souper et d'une soirée de danse. Le prix d'entrée est de 12 $. Le Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac, vous invite tous les 2 mercredis à son whist militaire au 18 2e Avenue Ouest. Donc, les dates à surveiller, 26 mars, 9 avril et 23 avril, les prochains whist militaires. Les portes ouvriront à 18h30 et l'activité débutera, elle, à 19h30. Et finalement, toujours du côté de l'Amicale de Passepébiac, il y aura une soirée country au Club des 50 ans et plus. C'est le samedi 5 avril à 21h. Le coût d'entrée est de 5 $ et un léger goûter vous sera servi en fin de soirée. Alors voilà pour les invitations et voilà aussi pour Info Plus pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine.